Nathalie Godin de Lévis compose avec des douleurs physiques intenses depuis sa tendre enfance. Lorsqu'elle reçoit un diagnostic de fibromyalgie, elle transforme sa vie à tout jamais. Aujourd'hui, elle donne des ateliers, elle est conférencière auprès de l'Association de la fibromyalgie et elle est l'auteure du livre Se choisir pour mieux vivre avec la douleur chronique. Voici l'extraordinaire histoire de Nathalie Godin. Donc, je suis née en 1967, le 3 février, à Saint-David-de-l'Aube-Rivière. C'était le nom de la paroisse à cette époque-là, à Lévis. Je viens d'une famille, on était deux enfants, j'ai un frère. Mes parents ont vécu ensemble toute leur vie. J'ai eu une belle enfance, j'ai été choyée. Jusqu'à l'âge de 12 ans où j'avais jamais eu de problème de santé. Une journée, je suis en éducation physique et quand vient le temps de se lever du banc, je ne suis plus capable de marcher, de me porter sur mes jambes. J'ai contracté ce qu'on appelle un virus de Guillain-Barré. On dit que c'est un virus qu'on peut attraper dans l'air. J'étais la seule adolescente au Canada. Il n'y avait jamais vu une adolescente atteinte du syndrome de Guillain-Barré. On a dû m'hospitaliser un mois. J'ai dû réapprendre à marcher. Puis ma période d'hospitalisation, j'ai été choyée, le personnel était attentionné, j'étais vraiment entourée et ça m'a donné l'envie. Je me suis dit, quand je vais être grande, moi, je veux être infirmière. C'est vraiment à partir de ce moment-là que ça m'a confortée dans ma vocation. J'ai dû aller en physiothérapie pendant un an de temps pour réapprendre à marcher. Le virus m'avait provoqué la paralysie de mes deux jambes. Donc, ça a pris une année complète de physio. On a passé de la chaise roulante, la marchette, les béquilles, la canne, et j'ai récupéré pratiquement à 100 je suis restée juste avec des séquelles d'équilibre. Au secondaire, j'ai commencé à avoir des problèmes de douleur, les genoux, les jambes. J'étais craintive. En ayant été hospitalisée, j'ai perdu socialement comme tous mes amis. Quand on ne peut plus suivre, qu'on ne peut plus sortir, courir, donc ça l'a amené comme une anxiété, une peur. Au secondaire, je ne voulais pas aller dans les grosses polyvalentes, dans les grosses écoles. Donc, j'ai demandé à m'en aller pensionnaire. J'ai été pensionnaire à Saint-Gervais pendant 2 ans. Et les religieuses m'ont apporté beaucoup de support, la façon de voir la vie, l'éducation. Ça m'a ouvert un petit peu à la spiritualité et au fait ce qu'on me disait, que Dieu n'envoyait pas des épreuves au-dessus de ce qu'on pouvait traverser. Bien, ça m'aidait à m'accrocher quand la période de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte a été difficile parce que les médecins ne voyaient pas qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qui me provoquait les douleurs de jambes, de dos, de migraines. Mes parents m'ont amené, on a vu des chiros, ils m'ont amené au village Juron rencontrer un chaman. À chaque fois que mes parents entendaient dire qu'il y avait quelqu'un ou une thérapie qui pouvait m'aider, ils m'amenaient, on l'essayait. Tout ça sans avoir de diagnostic. Les médecins pensaient que c'était dans ma tête. Ils ont demandé à mes parents de m'hospitaliser en psychiatrie. Mes parents ont refusé. J'ai vu en externe un an de temps un psychiatre qui finalement, il n'y en a pas eu de diagnostic. Lui, ce qu'il me disait, c'est que quand j'avais eu mon Guillain-Barré à 12 ans, j'avais tellement reçu d'amour, d'attention, que je reproduisais ça pour... Donc, la période, c'est difficile. Tu as de la douleur, tu es fatigué, tu sais pas quand est-ce que ça va arrêter, si ça va continuer. Puis quand on vient pour l'expliquer au médecin, ça te fait mal où? Ben c'est parce que c'est un peu partout, les jambes, les hanches, le dos, les migraines. Ben voyons, c'est impossible. Donc, ça a été une période qui a été difficile. Heureusement que mes parents étaient là, ma famille, ma mère a joué le rôle d'amie, me sortait, m'accompagnait au cinéma, a remplacé un peu le côté social que j'avais perdu. Et j'ai réussi à continuer mon secondaire et j'ai suivi mon cours d'infirmière auxiliaire à Polyvalente de Lévis. J'ai gradué en 1986. Le directeur m'avait dit qu'il m'acceptait dans le programme à la condition que ma santé ne nuise pas, que je m'absente pas trop.
Et avec les divers traitements thérapeutes que je consultais, la vie a fait en sorte que j'ai pu faire mon cours d'infirmière auxiliaire. J'ai été travailler, engagée dans un couvent de religieuses à Lévis en 1986 comme infirmière auxiliaire. À cette époque-là, j'ai de la douleur, les jambes, le dos, les migraines. Je n'ai pas encore de diagnostic. Je dois m'absenter beaucoup. Il y a un problème physique qui s'ajoute de l'usure de vertèbres au niveau de ma colonne vertébrale. Donc, en 1990, j'ai 23 ans, je me marie. Mon mari accepte de m'épouser en sachant que dans les 2 semaines à venir, je devrais être opérée à la colonne vertébrale où on me posera là, 4 vis et on me fera une greffe de moelle osseuse. Donc, suite à ma chirurgie en 1990, je suis retournée travailler comme infirmière. Même si j'avais moins mal au dos, j'avais encore beaucoup de douleurs. Je devais m'absenter souvent, de la fatigue incompréhensible. Et je me comparais tellement aux autres infirmières. Il y en a qui ont eu 3 enfants, qui travaillaient 5 jours semaine. Je n'avais pas d'enfants au tout début. Je peinais. Je me faisais juger beaucoup. Il y en a qui disaient que j'étais lâche, que j'étais paresseuse. Mais j'ai continué. J'ai eu deux magnifiques filles à cette époque-là. Et j'essayais de persévérer, de comprendre, je m'analysais, mais à force de ne pas avoir de diagnostic, pas savoir ce qu'on a, on finit par douter de nos propres capacités mentales, on se remet en question constamment, ce qui fait qu'en 1998, j'ai dû démissionner, j'en pouvais plus, je rentrais travailler avec la boule. Quand j'ai donné ma démission, on m'a fait comprendre que j'étais pas faite forte, que dans la vie, j'irais pas bien loin. J'étais la première employée à démissionner. J'en pouvais plus. Ça avait été très difficile de démissionner parce que mon mari, à cette époque-là, Gilles, se sentait pas capable de me dire « Démissionne, chérie, on va arriver, on va s'arranger ». C'était moi qui avais le plus gros salaire. Donc là, pour lui, là, financièrement, si je démissionnais, il avait peur qu'on n'arrive pas, mais j'avais pas d'autre solution. J'ai démissionné, j'ai fait une dépression. Ça a vraiment été difficile. J'ai réussi à remonter avec le support de ma famille. J'avais une communauté, j'étais bien entourée. Il y avait beaucoup de mamans au foyer. On me disait « Nathalie, garde, fais-toi-en pas, tu vas arriver. » J'ai pris des cours de couture, faire les vêtements de mes filles. Je cuisinais beaucoup. Les amis, ensemble, on avait développé un réseau les samedis soirs. On se faisait des soirées de jeux de société. On se faisait des parties hot dogs, spaghettis, ça coûtait pas trop cher. Après avoir donné ma lettre de démission, le lendemain, je reçois par la poste que moi, quand j'avais compté financièrement, pour savoir si on était capable d'arriver avec un salaire, on avait 4 piastres d'over par semaine. Mais les gens me disaient « Fais-toi-en pas, vous êtes débrouillard. » Mon mari faisait du temps supplémentaire souvent. Il était travaillant. Et là, dans la boîte aux lettres, je vois que le gouvernement a décidé de couper nos allocations familiales de moitié pour subventionner les garderies à 5 $ par jour à cette époque-là. Et là, on n'arrive plus, là. Là, mes allocations coupées de moitié. Mais la vie a fait très bien les choses. On s'en est sorti, on a continué, on avait une belle dynamique, même si au travers de ça, ma santé diminuait, la douleur s'accentuait. Il y a des journées que les filles... j'allais m'allonger toute l'avant-midi. Dès que les filles partaient, je me relevais seulement 20 minutes avant que les filles arrivent pour dîner. Je faisais d'ouvrir des boîtes de soupe au pois parce que j'avais plus d'énergie. Je me sentais tellement pas comme les autres mères. Je me sentais lâche, paresseuse. Donc, pour commencer l'année 2000, j'ai commencé l'année en contractant la coqueluche. C'est des quintes de toux qui peuvent pousser jusqu'au vomissement. Et quand ce n'est pas diagnostiqué, soigné avec de la médication, ça dure jusqu'à 8 semaines. Donc, c'est épuisant.
Et j'arrive au mois de mars, une journée en mars, j'ai l'impression d'avoir une grosse, grosse grippe. Ça dégénère quand je me rends compte que je fais tellement de température que là, je ne peux plus atteindre mon téléphone pour demander de l'aide. Ma femme de ménage arrive sur l'entrefaite, elle me découvre, on m'hospitalise d'urgence, je fais une septicémie, un empoisonnement de sang dû à un problème rénal que je ne soupçonnais pas, qui a fait que j'ai été hospitalisée un mois. Ça a été quand même, c'est très fatigant. Un mois d'antibiotiques intraveineux, ça gruge beaucoup d'énergie. Donc, quand j'ai sorti de l'hôpital, ça m'a pris plusieurs mois à réussir à remonter, à retrouver mon énergie. On est rendu en juin 2000, je suis en train de préparer le souper et ma meilleure amie vient cogner à ma porte pour me dire « Nathalie, viens-t'en vite, Gilles, mon mari a eu un accident de voiture, un face-à-face. » Donc, mon mari a souffert d'une hémorragie intracrânienne avec un traumatisme crânien. Il a été hospitalisé un mois de temps. Il a été dans le coma 48 heures aux soins intensifs. Sans savoir si c'était critique, le médecin me disait c'est quand il va se réveiller qu'on saura si l'hémorragie a créé des séquelles. On redoutait au niveau de la lecture, de la parole, de la personnalité. Moi, je n'ai pas encore de diagnostic à cette époque-là et l'accident a fait exploser les douleurs. Le genou, le dos, c'est insupportable. Là, je suis toute seule à la maison avec les 2 enfants. Gilles est hospitalisé. Une chance que j'ai le support de ma famille. Mais là, avec l'incertitude de ne pas savoir, Gilles, ce qui arrive, on continue avec l'aide de la SAC qui nous aidait avec des intervenants. J'avais une travailleuse sociale, une ergothérapeute pour aider Gilles dans ses activités de la vie quotidienne, un neuropsychologue. Les intervenants qui sont venus pour aider Gilles se rendaient bien compte que j'avais des problèmes de santé, d'énergie, mais comme je n'avais pas encore de diagnostic qui nous disait « Tant qu'à aider votre mari, ça va être profitable à votre mari. On va essayer de vous aider, vous. » Et ils se sont mis à me donner différents outils pour m'aider à avoir moins de fatigue. Et Gilles a eu comme séquelle consécutive au traumatisme crânien de perdre sa capacité de concentration, de mémoire à court terme. Donc, Gilles ne se souvenait pas des consignes que les intervenants lui donnaient, des devoirs que Gilles devait faire pour pouvoir se réhabiliter. Parce que Gilles a eu une blessure au genou aussi. Donc, je devais l'accompagner partout, comme il ne se rappelait pas. Donc, j'ai fait la réhabilitation avec lui au Centre François Charon. On est allé en clinique du sommeil, parce que Gilles avait un problème de sommeil. Donc, j'ai appris les différentes techniques que les intervenants lui montraient pour le faire pratiquer, pour l'aider. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des techniques en les adaptant qui fonctionnaient pour moi. Donc, je réussissais avec toute cette aide-là, puis mon médecin de famille, au moins, qui essayait de me prescrire une médication. On s'aide, je m'accroche au fait qu'on va finir par trouver ce que j'ai. Et en 2002, là, il n'y a plus rien qui va. Et là, je dis à mon médecin de famille, j'ai dit, si tu me réfères pas, j'ai dit, moi, je me tire une balle. Fait que, regarde, j'ai dit, réfère-moi à un spécialiste là, des maladies rares ou je sais pas quoi. Puis si lui dit que c'est dans ma tête, c'est bon. Voilà, vous m'hospitaliserez puis me ferez soigner, mais s'il te plaît. J'avais un médecin qui était quand même à l'écoute, qui m'a référé. Et là, en 2002, on a diagnostiqué que je souffrais de fibromyalgie. Ça peut être difficile à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie-là, qui n'en souffrent pas. Mais là, le fait d'avoir un nom, quelque chose, c'est pas dans ma tête. Je suis pas folle, ça existe, il y a quelque chose. On m'aurait dit que ça aurait été une maladie grave. Je pense que j'aurais été contente, pareil, dans le sens que là,
Nathalie, tu peux te faire confiance. Ce que tu ressentais, comment ce que tu sentais, c'était réel. Donc, à partir de ce moment-là, là, je savais ce que j'avais. J'ai pu me mettre en mode solution, recherche. J'essayais de voir s'il y avait des groupes d'entraide pour cette maladie-là. La vie a mis sur mon chemin lors d'une sortie scolaire que j'accompagnais mes enfants. Une maman qui a la fibromyalgie, elle aussi, qui en jasant me dit avec 2 autres femmes, on veut partir un groupe d'entraide à Lévis. J'embarque, ça va m'aider. Donc, en embarquant dans ça, cette aventure-là, bien, en essayant d'aider les autres, de se rassembler pour s'entraider, déjà là, je me suis aperçue que moi, ça me faisait du bien. Je me sentais utile. Moi qui avais fait une dépression après avoir démissionné comme infirmière, et moi, j'étais tellement déçue de ne plus pouvoir être infirmière. J'étais convaincue à cette époque-là qu'il y avait juste une seule façon de prendre soin des gens. Mais là, la vie me montrait, Nathalie, il y a bien d'autres façons dont on peut... Donc, avec ces femmes-là, on a reparti un groupe d'entraide à Lévis, expliquer aux membres qui venaient. On s'est parti d'un petit café-restaurant, ce qui était la maladie. Les gens disaient que j'avais une facilité à vulgariser l'information. Donc, on m'a demandé si j'accepterais de faire des petites conférences pour informer les gens, pour démystifier ce que c'était. Donc, l'Association de fibromyalgie m'a offert de travailler pour eux à contrat. Alors, j'ai monté une dizaine de conférences. Au début, c'était pour les familles de gens fibromyalgiques et l'association recevait des téléphones, parfois des professionnels de la santé, travailleurs sociaux ou les CLSC qui se demandaient comment s'y prendre avec les gens atteints de fibromyalgie. On a de la misère avec cette clientèle-là. C'est-tu parce qu'ils ne veulent pas s'aider? Donc, j'ai commencé à donner des conférences pour les professionnels de la santé. Ça m'a amené ensuite à créer des ateliers pour les gens qui souffrent de fibro où là, on peut donner les trucs, les techniques pour que les gens puissent reprendre un petit peu le contrôle de leur vie, avoir une plus belle qualité de vie, avoir moins de douleurs, plus d'énergie. Mais quand on souffre de douleurs chroniques, ça fait en sorte qu'on n'est pas toujours capable de pouvoir assister aux conférences ou suivre des ateliers parce que parfois la maladie peut nous clouer au lit pendant plusieurs semaines. Donc, il y a des gens qui me disaient « Nathalie, tu n'as pas déjà pensé à écrire un livre? On aimerait ça parce que ça nous permettrait de rester chez nous et d'évoluer à notre rythme. » Et effectivement, après avoir eu ces demandes-là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de livres. Beaucoup de livres ont été écrits pour expliquer ce qu'est la fibromyalgie, mais rien pour nous dire « OK, j'ai la fibromyalgie, le médecin va me prescrire de la médication qui va m'aider pour la douleur, mais je fais quoi avec le restant? Comment vivre avec? Comment avoir plus d'énergie? Comment être capable de faire ma vaisselle de 10 minutes tout d'un bout, de ne pas avoir besoin de m'asseoir. Fait que c'est ce qui m'a amené à écrire un livre, que je voulais être aidant, que c'est des trucs, c'est les techniques que les intervenants, là, c'est là que je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris pour la réhabilitation de mon mari, c'était toutes des techniques qui pouvaient aider toute personne. Au début, je pensais écrire pour la fibromyalgie et en parlant avec d'autres personnes qui m'ont dit « Nathalie, j'ai des amis qui ont la sclérose en plaques. J'ai fait du bénévolat 5 ans pour la Société de sclérose en plaques. On a déjà pensé que c'était ce dont je souffrais. » Il disait « Nathalie, on a les mêmes limitations. On a été une autre période de ma vie où les médecins ont pensé que je souffrais d'une forme d'arthrite, maladie rhumatismale. Donc, je suis allée faire du bénévolat à la Société d'arthrite. J'avais étudié, appris pour être formatrice du programme PIPA pour redonner de l'autonomie aux gens qui souffraient d'arthrite. Et encore là, c'était les mêmes limitations. Donc là, je me suis rendu compte que la douleur chronique pouvait aussi là, être aidée par ces techniques-là. Et donc, ça m'a pris 5 années à écrire mon livre au total. Je l'ai fait à temps partiel parce que quand j'ai commencé en 2006, moi, en tant que travailleuse autonome, à faire des soins de pied à domicile. Au début, c'était à temps partiel. Quand j'étais en couple, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite voix en dedans de moi
qui me criait depuis un certain temps de me retrouver toute seule. J'avais besoin de me retrouver, j'avais un excellent mari. J'ai dû écouter cette petite voix-là, donc je me suis séparée. Ça faisait 2 ans que j'étais en train d'écrire mon livre. Donc, avec la séparation, c'est pas évident. C'est moi qui l'ai demandé. Là, je me suis retrouvée dans une situation financière un petit peu plus précaire. Je devais subvenir à mes propres besoins. Moi qui travaillais à temps partiel depuis 2006 à faire des soins de pied, comme à contrat pour l'Association de fibromyalgie à quelques occasions. Là, j'avais besoin d'avoir un autre travail pour au moins avoir un salaire plus fixe. Donc, je me suis pris un emploi de vendeuse au Galeries Chagnon. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi comme vendeuse. Mais pendant cette période-là, à 3 emplois, là, je n'étais plus capable d'écrire. J'avais plus de temps pour ça. L'énergie et la concentration. Puis là, je me demandais, mais comment est-ce que je vais faire pour terminer ce projet-là? La vie a fait en sorte que j'ai démissionné de mon travail. Mon employeur me demandait, on m'avait engagé pour travailler des 5 heures pour remplacer les pauses. Et là, on me demandait de travailler 8 heures debout, sans possibilité de m'asseoir, un petit tabouret, même pas dans un kiosque. Donc, j'ai dû démissionner. J'étais découragée. Comment tu vas faire pour arriver financièrement? J'ai pleuré la fin de semaine, puis ensuite, je me suis dit, bon, ben Nathalie, regarde, tu peux pas rien y changer, c'est comme ça, profite de ce temps-là. Ton livre, t'arrêtes pas de dire que tu n'as pas de temps pour le finir. Et j'avais réussi à remonter physiquement. Donc, j'ai dû tester quelques techniques là, pour retrouver, gérer ma douleur, mais j'ai réussi et je crois que c'est vraiment là, parce que je m'écoutais. Donc, j'ai réussi là, à terminer mon livre. J'ai réussi à être autonome financièrement. Là, en étant plus vendeuse, j'ai pu m'investir un petit peu plus dans mes soins de pied, avoir plus de clientèle. Et en faisant un métier que j'aimais, ça m'a donné plus d'énergie. Quand on fait ce que l'on aime, on a plus d'énergie, puis on a moins de douleur. Donc là, je me suis vraiment rendu compte que quand on se choisit, les choses se mettent en place. On a plus d'énergie, ça va mieux. Fait que je pourrais dire que mon livre m'aura permis vraiment de comprendre puis de tester, de se choisir à quel point c'est important. Fait que je suis assez fière de moi. Là, le 14 avril 2018, j'ai lancé mon livre « Se choisir pour mieux vivre avec la douleur chronique ». Fait que ça, c'est sûr que j'en suis très, très fière parce que là, je me dis, je laisse quelque chose d'utile. Je voulais que les gens puissent avoir un outil, de l'espoir, puis de savoir que dans 5, 10 ans, bien, quelqu'un qui aura besoin, ça sera là pour lui. J'aurais fait ma petite part pour donner un petit peu d'espoir puis aider à ceux qui souffrent. Aujourd'hui, en plus d'être conférencière, Nathalie Godin travaille comme infirmière auxiliaire à la clinique pédiatrique de Lévis. Sa persévérance et son travail acharné à trouver son épanouissement, son bonheur et à contrer sa douleur l'ont conduit vers une vie épanouie. Parce qu'elle s'est choisie et qu'elle a décidé de faire confiance en la vie, elle est devenue une grande source d'espoir pour tous ceux qui souffrent dans le silence. C'est ça la vie.